J'ai eu le micro la première, d'accord, je m'appelle Alice Cherki, j'ai l'âge d'avoir connu cette histoire, donc je suis venue avec beaucoup d'intérêt pour écouter les uns et les autres. Il y a deux questions, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par la première. Je n'ai pas entendu dire d'une part les recherches qui avaient été faites, d'autre part les archives, une chose qui a quand même aussi beaucoup existé, qui était qu'on emmenait aussi les hélicoptères pour jeter les cadavres dans la mer. Et ça, il y a eu beaucoup de cas, moi j'en connais quelques-uns, beaucoup de cas qui ont été passés sous silence. Je voudrais savoir s'il y a eu des recherches, des archives qui concernent ces cas-là. Voilà, ça, c'est une vraie question, c'est une question. La deuxième chose, Florence Baugé, je suis très très contente de ce que vous aviez dit, parce que ça me permet, c'est un problème que je connais bien, de génération en génération, pour vous dire qu'effectivement, c'est une chose qui commence aussi chez certaines personnes qui s'en occupent en Algérie à surgir, de par leur expérience, d'écoute des générations qui succèdent, des dégâts que cela a fait, ce silence de secret honteux, avec des enfants nés de ces viols, dont le problème était de savoir si les pères devaient être les maris avaient à reconnaître ces enfants. Certains l'ont fait, mais au détriment après, dans les générations qui ont suivi, de catastrophes. Vous avez eu beaucoup de cas de problèmes comportementaux, psychiques, même par rapport aux politiques qui se sont joués après dans les traumatismes qu'on suivi dans les familles jusqu'à aujourd'hui. Ça a été redoublé, bien sûr, par ce qui s'est passé dans les années 99-2000, mais je veux dire que l'un est venu se superposer à l'autre. Et que le tabou, il faut dire que les différents systèmes, et ça, vous connaissez ma liberté de parole, donc je peux y aller, puisque Benjamin a dit qu'on pouvait parler aussi d'aujourd'hui, que, au contraire, ce silence, si vous voulez, a été encouragé par les différents systèmes politiques qui se sont succédés. J'ai pas fini les 3 minutes, voilà. Et puis, c'est pour vous dire que c'est aussi une question extrêmement importante, à la fois sur le plan psychique, sur le plan familial et sur le plan politique. Merci Alice Cherki. Qui pour répondre sur la première question, la dissimulation, l'élimination des cadavres? Fabrice Rissépouty. Oui, la réponse à votre première question, Alice Cherki, peut être extrêmement brève. Bien sûr que non, dans les archives, en tout cas toutes celles que j'ai pu consulter, jamais aucune ne révèle que la personne a été jetée, a été ce que Paul Tedjen a appelé dans un extrait de film célèbre que nous avons mis en ligne d'ailleurs, que je vous invite à regarder, les crevettes Bijard. Alors, je ne sais pas très bien si ce sont les Algériens, les Algérois qui ont inventé cette expression ou les militaires eux-mêmes. Les crevettes Bijard, c'était donc ces fameux corps qui étaient jetés dans la mer, les pieds coulés dans une bassine de béton. Il y a un cas qui est tout à fait exceptionnel, qui est cité notamment par Raphaël Branche dans sa thèse, c'est celui de Khaled Berwala. Parce que, alors pourquoi on en a entendu parler? Une instruction judiciaire a même été ouverte, on a été obligé de l'ouvrir parce que les militaires avaient commis une erreur technique, ils n'avaient pas suffisamment lesté le cadavre. Et il est réapparu, et il a été prouvé grâce, je crois, à des empreintes qui étaient exceptionnellement conservées, que cette personne, avant de se retrouver immergée dans la mer, était sous la garde des militaires, sous la garde et la responsabilité des militaires, assignée à résidence dans un camp dit de triage. C'est le seul cas, à ma connaissance, qui soit véritablement connu. Mais bien sûr que dans les archives, vous savez, les enquêtes qu'on peut retrouver, qui ont été parfois diligentées, avec parfois de la bonne volonté, finissent toutes par s'en remettre à la version des militaires, et naturellement, les militaires n'avouaient jamais ce genre de choses. Merci Fabrice. Sur le deuxième point mobilisé par Alice Cherki, est-ce que vous voulez, Florence Baugé, revenir sur la question du... Non, je crois qu'Alice a parfaitement décrit le phénomène.
J'ai absolument rien à ajouter. C'est impeccable tout ce qu'elle dit. Ce tabou et ces désastres à la fois physiologiques pour les hommes et psychologiques pour les femmes, enfin désastres de tous ordres. Et je pense qu'Alice pense notamment à Mohamed Garn, dont je vous disais que c'était... il se décrit français par le crime. Il est français, de nationalité française, mais français par le crime, puisque sa mère, à l'âge de 14 ans, a été violée collectivement. Il est né de ça. Et inutile de vous dire que cet homme qui vit en France aujourd'hui n'a jamais pu trouver son équilibre et est à la recherche désespérée d'une reconnaissance qu'il a été lui-même victime. Mais devant la justice, où moi-même je l'ai accompagné à titre de journaliste, on lui a dit longtemps, jusqu'à ce qu'il obtienne partiellement réparation, on lui a dit longtemps qu'il n'était pas une victime, puisque c'était sa mère qui l'avait été et pas lui, ce qui est quand même invraisemblable. J'ajoute un mot parce que j'ai fait une erreur à propos de Khaled Berwala. Le cas est d'ailleurs mentionné déjà par Pierre Vidal-Naquet, je crois, dans la postface du Cahier vert, le livre dont j'ai projeté la couverture tout à l'heure. En réalité, on a trouvé, les coupables ont avoué l'avoir assassiné, mais ils n'ont subi absolument aucune sanction. Voilà. Je voudrais compléter ce qu'a dit Florence Bauger. Henri Pouillot, je suis témoin de la guerre d'Algérie. J'ai été affecté à la Villa Suzini les 9 derniers mois de l'année. Les services de psychologie de l'armée avaient diffusé très largement l'idée que la femme qui serait violée, non seulement elle est victime, mais elle est aussi coupable dans la culture algérienne. Et c'était donc un axe volontairement organisé pour obtenir la pire des tortures de ces pratiques de viol. Et un deuxième point là-dessus, à une permanence du MRAP, il y a quelques années, j'ai reçu un Algérien qui venait pour essayer de retrouver ses origines. Il a appris lors des années noires d'Algérie qu'il était un sale fils de Français. Or, son cas est très concret. Sa mère a été au casernement pendant toute une période et quand l'enfant est né, elle est sortie du casernement. Elle est morte vraisemblablement écrasée par une Jeep de l'armée. Et l'enfant avait juste à peine 2 mois. C'est la sœur de sa mère qui l'a récupéré et mis sur son état civil comme son enfant. Il avait des doutes parce qu'il n'y avait pas assez de délai entre sa naissance et la naissance d'une sœur de sa famille. Donc un doute. Et il a appris, pendant les années noires, qu'il était un sale fils de Français parce qu'il a été défenestré. Et il venait en France pour essayer de retrouver le nom de son père présumé, pour tenter de retrouver le militaire qui était vraisemblablement son père. Et donc c'est vraiment un exemple concret de ces dégâts sociaux qui vivent aujourd'hui. Et quand j'étais à Alger en décembre 2001 pour participer au reportage sur les viols, à l'hôtel Saint-Georges, j'étais avec Louisette Iguilaris et toute une série de moudjahidines pour discuter. Elle s'est fait insulter, comme c'est pas possible, par ces moudjahidines parce qu'elle avait osé parler. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, que j'ai encore en mémoire, ce débat sur cette question. Et son fils, d'ailleurs, ne lui parle plus depuis cette période. Merci à vous. Allez-y, prenez la parole. Oui, merci. Oui, Guy Pervillet, historien. Je remercie les organisateurs pour ces informations, ces débats tous passionnants. Je voudrais simplement insister sur ce qui a été signalé notamment par le représentant des archives de France, à savoir que les disparus algériens de la guerre d'Algérie ne sont pas la seule catégorie de disparus qui mérite de retenir l'attention. Je voulais juste rappeler une chose, les disparus ne sont pas plus égaux que n'étaient les habitants de l'Algérie pendant la période coloniale.
Et à dire vrai, certains disparus ont été plus recherchés que d'autres. Il y a eu une mission de recherche des disparus lancée par le CICR, le Comité international du Croissant Rouge, suite à un accord avec le gouvernement algérien entre le CICR et Ahmed Ben Bella en mars 1963. Le CICR a envoyé une équipe de plus d'une trentaine de personnes pour travailler en Algérie de mars à juillet 1963. L'accord stipule donc que le CICR recherchera les disparus. Très rapidement, dans la pratique et les discours du CICR, cette mission est réduite pour chercher les disparus européens de la période transitoire à l'exclusion de tous autres. Voilà, je voulais juste dire ça en passant. Merci. Gilles Manceron, vous vouliez compléter par rapport à votre propos liminaire en début de matinée? Oui. Après, je reprends des questions dans la salle. Dès le début, chers collègues, on a précisé l'objet et les limites de l'objet de cette journée, tout en disant que nous ne nions pas qu'il y ait d'autres disparus durant cette guerre et même ensuite dans l'histoire de l'Algérie. Donc il y a eu des soldats français disparus, il y a eu des Algériens autochtones qui ont disparu pour d'autres raisons que la répression des forces de l'ordre françaises, et il y a eu des Européens, bien sûr, et on a parlé, et Amar Mandamin y a fait allusion aussi, de Oran, mais bon, c'est un autre sujet. Nous pensons que, étant donné que les disparus, du fait des forces de l'ordre françaises, doivent leur disparition à des personnes sous l'autorité des institutions de notre République, cela pose des questions particulières d'ordre historique, d'ordre juridique, d'ordre mémoriel pour notre pays, hein, et d'ordre archivistique pour ce qui est des archives qui peuvent en conserver des traces. Voilà, donc c'est l'objet de la journée, mais nous ne nions pas qu'il y ait d'autres disparus durant cette guerre. Merci Gilles Manceron. Peut-être le micro peut aller à... Je voudrais apporter un petit complément sur cette question. Dans le prolongement de ce que rappelait Malik Aral sur le fait que des recherches ont été faites de façon en coopération entre la France et l'Algérie après l'indépendance, il existe depuis plusieurs années un site officiel du ministère des Affaires étrangères dont l'intitulé est, je crois, mot pour mot, une aide à la recherche des disparus français des derniers mois de la souveraineté française. Et c'est un site d'assistance aux familles donc, de ces disparus. Et ce site mentionne même qu'une dérogation particulière est accordée à ces familles de disparus français des derniers mois de la guerre d'Algérie, pour une dérogation leur permettant d'accéder à titre privé et sans possibilité de publier aux archives de l'État. J'aurais tendance à dire que ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est le même type de dispositif pour les disparus de toute la période de la souveraineté française, et y compris pour ceux qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie. Merci. Il y a une question. Merci. Merci. Oui. Ça marche. Bon, je m'appelle Alain David, je suis délégué de la LICRA à la CNCDH, ce qui veut dire aussi que la LICRA se sent très impliquée dans la journée d'aujourd'hui. Et sur cette question des disparus en Algérie, la LICRA, je le dis au passage, la LICRA avait été à l'initiative d'un numéro spécial des temps modernes en 2011, où d'ailleurs Gilles Manceron était présent et Benjamin Stora. Ceci étant, je voulais... moi-même, j'ai travaillé à l'intérieur de la LICRA sur la question du génocide des Tutsis, et d'où ma question maintenant par rapport à ce qu'a dit François Gèze sur la DGR, sur l'implication, la signification de la DGR. Alors j'ai là une question. Vous l'avez attribuée principalement au colonel Lacheroy. Est-ce qu'il n'y a pas une antériorité de cette notion, et vous allez voir pourquoi je pose cette question, enfin vous me direz oui ou non, une antériorité allemande de cette question dans l'application de la guerre révolutionnaire. Merci. François Gèze. Oui, rapidement, vous avez raison. Les références allemandes que vous évoquez sont présentes dans l'esprit des officiers français dont j'ai parlé. Ça fait aucun doute. Il y en a des formulations explicites au demeurant. Néanmoins,
ce ne sont pas les seules influences. La notion de guerre totale est plus un aboutissement qu'un point de départ pour eux, puisque ça vient quand même, leur expérience, elle vient de l'Indochine et du rôle justement joué par l'apport doctrinaire de Mao Tse-tung en 1954. On fait étudier à l'école supérieure de guerre le petit opuscule de Mao sur justement la façon de mener la guerre révolutionnaire. Et puis il y a d'autres références encore que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Il y a toute une généalogie complexe de la DGR qui renvoie aussi aux Jedburgh, les paracommandos en Angleterre qui ont joué un rôle très important pendant la guerre. Il y a aussi des antécédents du côté britannique, parce que dans les colonies britanniques, on avait mis au point des méthodes aussi de répression qui vont inspirer ce qui sera la DGR. L'originalité de la DGR, si j'ose dire, c'est qu'au-delà de ces références idéologiques y compris, elle est d'abord technique, elle est d'abord pratique. Hein. Et donc, d'où là, j'ai pas eu le temps de détailler tout ça, mais toute une série de dispositifs, dont la torture et les disparitions forcées ne sont que un des éléments. Il y a aussi les déplacements forcés de population, évidemment l'action psychologique, les exécutions extrajudiciaires, toute une série de techniques qui vont froidement analyser. Et votre deuxième question, c'était sur Messmer. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Messmer était gouverneur au Cameroun au moment où va se déclencher l'insurrection de l'UPC en 1955. Et c'est lui qui va commencer. En fait, c'est ce qu'ont montré Thomas Deltombe et ses collègues dans le gros livre que j'ai publié là sur le Cameroun. C'est qu'au même moment que la guerre d'Algérie, il y a une guerre au Cameroun qui commence en 1955, pratiquement un an après celle d'Algérie, et qui va durer jusqu'à la fin des années 60. Alors là, il y aura beaucoup moins, on en parlera beaucoup moins parce qu'il n'y aura que des officiers français qui vont conduire cette guerre, et ça sera une guerre, alors là, conduite avec tous les principes de la DGR jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dit un mot simplement du fait que la DGR perdure dans les troupes d'infanterie de marine qui vont justement encadrer la répression des indépendantistes, puis des militants nationalistes, puis de ceux qui s'opposent aux dictateurs imposés par la France, etc., etc. Oui. Donc il y a une postérité de la DGR, et effectivement Messmer était un sacré zozo, puisque après il va se débarrasser de ceux qu'il avait formés lui-même. Merci François Gèze. Alain Rossiot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, une simple remarque de bon sens. Ne voir dans la guerre révolutionnaire qu'une technique est quand même une façon singulièrement étroite de comprendre la guerre révolutionnaire. Si les Vietnamiens ont gagné la guerre d'Indochine, c'est pas parce qu'ils étaient de meilleurs techniciens de la guerre révolutionnaire, parce qu'ils étaient vietnamiens. Ça me semble quand même une évidence à souligner. Merci. Voilà, je sais qui vous êtes, ceux qui avaient demandé la parole. J'essaye de la distribuer. Merci de votre patience. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis Abel Zouani. Je voudrais simplement poser une question tout à fait simple. On a évoqué tout à l'heure la loi du 23 février qui rendait, selon ses pères fondateurs, que le colonialisme était une chose très, très positive, ce qui est horrible de penser comme ça. Alors j'ai une question. Comment se fait-il que la France a du mal avec son passé colonial? Pourquoi? Ben oui, elle a du mal à reconnaître. On a commencé par évoquer les événements d'Algérie, après la guerre d'Algérie. Puis moi, j'en profite pour saluer quelqu'un qui n'est plus parmi nous, Henri Alleg et Serge Michel, à qui nous devons beaucoup en tant qu'Algériens. Voilà. Merci. Est-ce que parmi les intervenants, quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Non, mais un mot simplement, parce que finalement, peut-être la principale réponse à votre question, Benjamin Stora, justement, l'avait apporté dans son livre La gangrène et l'oubli, là, qu'il évoquait tout à l'heure, où il indique une chose qui est moi, qui m'avait beaucoup marqué et frappé, c'est qu'à partir de 62, tout d'un coup, la séquence guerre d'Algérie va être effacée de toutes les représentations officielles. Et avec cet effacement de ce qui s'est passé en Algérie pendant 7 ans, en fait, derrière, c'est l'effacement de toute l'histoire coloniale française qui est opérée, où on dit, Benjamin rappelle que De Gaulle fait couvrir la France de monuments aux morts des victimes du nazisme, des héros de la résistance. Tout d'un coup, la séquence 45-62 va disparaître de l'histoire de France pendant très longtemps, pendant 20 ans, elle ne sera même plus dans les manuels.
Et en même temps que cette séquence, encore une fois, toute l'histoire coloniale. On a commencé à redécouvrir cette histoire coloniale que bien plus tard par des chercheurs, des historiens, des militants, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien que c'est difficile. Je dirais, Macron, on dit, il a reconnu la responsabilité de l'armée dans l'assassinat de Audin l'année dernière. Waouh, il y a du chemin qui reste à faire, hein. Malika Rall. Oui, je voulais juste ajouter à ce que vient de dire François Gèze. Dans le prolongement des travaux qu'il a cités, il y a un travail d'un historien américain qui s'appelle Todd Shepard qui est vraiment très très intéressant parce qu'il montre que cet effacement est en fait une réécriture de l'histoire où, à partir de 1962, on se met à raconter une histoire de décolonisation, donc quelque chose quand même de plus positif que une défaite. Ce que c'est et qui explique aussi pourquoi c'est quand même douloureux, c'est que c'est une série de raclés. C'est pas simple pour un pays d'accepter et de dépasser cela. Mais on se met à le re-raconter comme une histoire de décolonisation à laquelle, du coup, d'une certaine façon, on a pu contribuer dans l'histoire des pays du Sud. Et c'est ça qui fait l'effacement et de la violence et des processus très durs de décolonisation. Merci Malika. Devant vous, le monsieur en kaki, au deuxième rang. Je suis désolée, je suis obligée de vous définir et de vous catégoriser par vos vêtements, c'est plus simple. Oui, merci. Et après, au fond de la salle, monsieur. Juste un point sur la question du post-17 octobre. Les chiffres qui ont été annoncés immédiatement après les événements, c'est-à-dire quelques jours après, le numéro de Vérité et Liberté a publié des chiffres de nombre de disparus. Ces chiffres, effectivement, ont été basés sur fournis par la Fédération de France du FLN, qui avait fait remonter le nombre de manifestants non rentrés de la manifestation. Alors, il est effectivement un peu plus... ils sont un peu plus nombreux que les chiffres définitifs, parce que quand ils ont recueilli leurs informations, un certain nombre de personnes arrêtées avaient été déportées et retournées expulsées en Algérie. Donc ceux-ci n'avaient pas encore pu faire connaître à leur famille, aux siens, qu'ils étaient en Algérie. Sinon, à quelques unités près, 8 jours après les événements du 17 octobre, on savait en France combien de gens étaient disparus lors du 17 octobre. Maintenant, que personne n'ait été donné des ordres, peut-être, mais c'est un communiqué d'un syndicat de police qui dit alors, le préfet de police et le chef de la police, Le Guet, étaient dans la cour du palais de justice où on tuait. Alors, si ce n'est pas des ordres, lorsqu'on tue devant le préfet de police et le chef de la police, je ne sais pas ce que c'est. Merci, Nils Anderson. Quelqu'un pour lui répondre? Emmanuel Blanchard. Bon, rien à ajouter sur la question qu'on va mettre avec des guillemets du bilan. Le FLN annonce qu'il y a eu une centaine de morts dès la fin de octobre 61. Et finalement, on reste sur les estimations. Non. On ne va pas rentrer dans un... Je ne suis pas là pour discuter de cela. Moi, je connais 2 estimations dont je me sers, celle qui a été faite par le FLN lui-même et celle qui a été faite d'un point de vue démographique par House et McMaster. Voilà, et après, il y a d'autres estimations. Je dis pas qu'elles sont. Voilà, c'est pas le débat. La question est, de toute façon, que c'est beaucoup trop. C'est quelque chose qui était considéré comme une énigme, comme impensable, alors même que ça devient plus une énigme, mais c'est plus impensable si on se rappelle que Paris était une métropole coloniale, parce que des massacres tels que celui-ci, il y en a eu dans de très nombreuses métropoles coloniales, dans l'Empire français, à Tunis, à Casablanca, dans l'Empire britannique. Et j'en profite juste pour faire une incise. On reste dans un cadre très franco-français, je ne voudrais pas faire l'universitaire, mais tout ce qu'on raconte sur la guerre contre-révolutionnaire, je participe avec des groupes de travail avec des Britanniques qui font une généalogie qui n'est absolument pas française de la guerre contre-révolutionnaire. Ce que la France a fait en Algérie, c'est quelque chose qu'ont connu les Malaisiens, c'est quelque chose qu'ont connu les Kenyans, c'est quelque chose qu'ont connu les Chypriotes. En revanche, il y a une spécificité du cadre franco-algérien, c'est que les populations malaisiennes et britanniques, elles étaient très peu mêlées, à la fois par la distance, par l'histoire, par le statut, alors que les populations françaises et algériennes, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la colonisation, elles étaient mêlées. Elles étaient mêlées dans les villes, elles étaient mêlées par l'histoire, et donc bien sûr, ça génère des retours mémoriels qui ne sont pas les mêmes. Sur
quand même répondre à Nils Anderson pour ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit, surtout quand il y a des micros, parce que maintenant on peut pas parler sans micro et sans vidéo, soit dit en passant. Je n'ai jamais dit que le préfet de police n'avait pas couvert, n'avait pas encouragé. J'ai dit qu'il était vain d'aller chercher des ordres écrits. Merci. Monsieur a demandé la parole et tout de suite après, Madame. Vous êtes nombreuses dans l'assistance, très peu nombreuses à lever la main, mesdames, n'hésitez pas. Monsieur, vous avez une question. Oui, je suis Jean Mandelson, j'ai été directeur des archives diplomatiques et c'est sur moi qu'est retombée l'instruction dont vous avez justement fait allusion sur les disparus, curieusement, européens. Alors, ça n'est pas vraiment le sujet, mais je mentionne simplement ça sur le plan archivistique. Les archives diplomatiques, les archives du ministère des Affaires étrangères, c'est le Quai d'Orsay, elles étaient encore là à l'époque, elles sont à la Courneuve aujourd'hui. Ces archives n'ont aucune raison, ça n'a rien de diplomatique, ça n'a rien d'affaires étrangères, mais pour une logique archivistique, ces disparus-là, qui ne sont pas objet de la journée d'aujourd'hui, ces disparus-là ont été archivés et remis au commissaire français à Alger, et donc transmis automatiquement aux archives diplomatiques. Il y a donc et je suis bien d'accord pour dire que ça serait bien d'élargir ce type de volontarisme, parce que quand j'ai reçu une instruction, elle était bien étroite. C'était ces disparus-là qui étaient dans les archives diplomatiques et qui, par nature, ne concernaient pas ceux dont nous parlons aujourd'hui. Un dernier mot et une petite incise, simplement pour dire qu'on a eu des surprises quand on a fait cette liste, qui était une liste de travail et pas du tout une liste officielle. C'est une liste de travail. On a eu des gens qui disaient « mais attention, je suis vivant, c'est moi ». D'autres qui disaient « attention, je veux pas que mon oncle, qui était un militant communiste, soit sur cet horrible monument qui est fait à Perpignan en utilisant votre liste », parce que c'est vrai que la liste des archives diplomatiques a été utilisée dans un but politique qui n'était pas du tout celui-là. Et je me rappelle que moi, ce que j'avais fait avant de partir, c'est de transmettre ce dossier un peu gênant, ou d'essayer de le transmettre à ceux qui auraient dû vraiment le faire, c'est-à-dire non pas la diplomatie française, mais les services qui s'occupent des rapatriés et qui dépendent de Matignon. Ça aurait été plus logique. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Madame, on vous écoute. Pardon, je m'appelle Kira Lamesh. Je suis algérienne et j'ai vécu les événements. J'étais à la fois au lycée, puis ensuite à la fac. Alors je voulais répondre d'abord Alice Cherki, au sujet des personnes qui étaient jetées par hélicoptère. En fait, une des personnes qui supervisait ces choses-là était Pierre Lagaillarde, qui est mort il y a à peine 1 an ou 2. Et parce que comme je suis de Blida, et que Blida, c'était un peu à quelques kilomètres d'Alger, et que la bataille d'Alger a été quelque chose d'absolument épouvantable. Donc le problème des gens qu'on jetait, on mettait plusieurs personnes dans l'hélicoptère. C'était pas une seule personne qu'on laissait. Et les autres, si elles ne parlaient pas au moment de la torture, il y avait des jeunes, et on leur montrait ce qui les attendait. Excusez-moi, je vais m'asseoir, ça me fait un peu mal. D'autre part, alors, au sujet des viols dont a parlé Florence Bouget, il faut dire la chose suivante, c'est que bon, j'étais assez grande et on avait déjà parlé de ces viols qui s'étaient passés à Blida, et les femmes qui étaient violées l'étaient devant leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ça a été absolument atroce, et la société algérienne à l'époque était assez conservatrice, et c'est-à-dire que ces femmes ont été mises au rebut de la même manière qu'un certain nombre de femmes qui ont pris le maquis ont été mises au rebut. Il ne faut pas s'imaginer que les femmes ont été glorifiées. Et il y a eu le même phénomène au Vietnam, où les femmes qui ont participé au combat ont été mises aussi de côté. Ça, je voudrais répondre. Alors ensuite, concernant les disparus, il y a 2 choses que je voudrais quand même rappeler. C'est que l'un des premiers disparus est Rachid Amara, qui était étudiant à la fac. Et il a disparu, on ne l'a pas vu. Et c'est après sa disparition que nous avons décidé, aussi bien lycéens qu'étudiants, de faire la grève qu'on appelait grève illimitée. Enfin, qui a été une grève qui a duré assez longtemps, puisque plus d'un an, on a abandonné tous les cours. De la maternelle à la fac, de toutes les manières, il y avait tellement peu de gens qui étaient scolarisés que ce n'était pas grand-chose. Mais enfin, disons qu'il y a eu ce fait qui est fait. Alors, parlant aussi, si on veut parler comme Alain Ruscio l'a fait à partir de ce qui s'est passé,
encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé les disparus de 1945, des gens de Guelma et des gens de ma famille qui sont de Guelma. Encore aujourd'hui, ils n'ont pas fait le deuil de ce qui s'est passé en 1945. Alors, pour répondre à Malika Rahal, il faut dire que les disparus pendant la bataille d'Alger, les familles, quand elles étaient d'origine bourgeoise, ont alerté la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge n'a simplement envoyé des faits en listant et en disant on n'a rien trouvé ou un truc comme ça. Mais c'était un constat complètement incolore, inodore, sans grand-chose. Je suis un ancien soldat du contingent, sous-officier du contingent. Et je veux simplement attirer son attention sur ce que j'appelle la ferme molle dans mes différents bouquins. Le premier, d'ailleurs, il est paru en 1960. J'arrivais et je revenais de la guerre d'Algérie. Et sous le nom de Jacques Tissier, parce que je faisais partie aussi d'un réseau clandestin, Jeune Résistance, d'où le nom de Jacques Tissier. Après, j'ai repris mon nom, Claude Juin. Ma thèse, en 2012, à l'École des hautes études en sciences sociales, développe beaucoup cette ferme molle. Et encore dans mon dernier bouquin qui vient de paraître, Un tortionnaire ordinaire, point d'interrogation. Donc la question que je pose, c'est que sur le plan de mes camarades ou de ma hiérarchie, j'ai suffisamment de témoignages pour dire que dans cette ferme molle, il y avait enfin pas toutes les nuits, mais très fréquemment, des exécutions sommaires et de la torture. Et c'est assez symptomatique que mon ancien copain Jean, que j'ai voulu revoir 55 ans après, en reparle sans beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de sincérité. Et pourtant, on s'est bagarré beaucoup en Algérie tous les deux, roulé au sol. J'ai pas voulu le revoir. Mon directeur de thèse, après ma thèse, Michel Viviorca, m'a incité à aller le voir. Ça a demandé pour moi un travail de 18 mois assez dur, surtout d'entendre et de réécrire tout ce qu'il me racontait, y compris les bons qu'il faisait avec la bouteille dans l'anus. Et je comprends mieux, effectivement, que c'est assimilé effectivement à un viol. Merci, on s'est rencontrés à Alger, d'ailleurs, on était ensemble à un moment donné. Mais la question que je pose, c'est que Jean raconte tout. Il le dit, qu'il tenait la tête et que son copain, également soldat du contingent, tranchait la tête. Il raconte au fait que le soir au petit matin, ils allaient enfouir à Courbet-Marine les cadavres. Quand je vais sur place, je suis allé très souvent en Algérie parce que c'est un pays que j'adore, je me suis quand même décidé à aller en 2003, retourner à la ferme molle. J'ai été bien reçu par le maire, les autorités, etc. Il m'a escorté. Je suis allé à la ferme molle, vous voyez un peu mon émotion. Mais ils ne disent rien. Alors, sauf qu'il m'a quand même avoué qu'il y avait un charnier à Courbet-Marine. Alors, je suis allé à Courbet-Marine, mais il est sous protection militaire. Il est donc au bord de la plage, et donc je n'y ai pas accès. Alors, est-ce que mon âge et ma santé vont me permettre? Je voudrais bien, puisque mon dernier bouquin va paraître prochainement, là-bas. Je ne sais pas si je pourrais y aller, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des sites, est-ce que je pourrais consulter, parce que je n'ai pas de nom de victime. Quand j'y vais, les habitants m'entourent, je leur montre les photos de l'époque, ils sont très contents, évidemment, ils reconnaissent certaines. Ils disent qu'il y a des disparus, mais je n'ai pas de nom, donc je voudrais aller plus loin dans mon témoignage et pouvoir vous les livrer là, au travail qui est entrepris actuellement. C'est mon souhait. Merci. Malika Rahal. Je ne pense pas que j'ai la réponse à votre question. C'est vraiment une question très difficile de comment associer les quelques-uns qui veulent faire ce travail-là et les victimes avec leur nom. En même temps, il y a plein de choses dans ce que vous dites, notamment le retour aujourd'hui sur ces charniers et ce qu'il est possible de faire. Ce qui est très difficile, c'est que des recherches dans des charniers sur les lieux mêmes, nécessairement aujourd'hui, doivent se faire en assemblant des victimes,
des bourreaux, des anciens bourreaux, des témoins de toutes sortes, militaires ou civils, mais doivent aussi impliquer des autorités algériennes, avec tout, on imagine, des chercheurs autour pour essayer de trier toute cette matière. On n'est pas dans un contexte aujourd'hui où ça c'est trop possible. Il faut imaginer que du point de vue algérien, il y a souvent on le dit, il y a un problème de volonté politique, mais c'est pas seulement ça, c'est l'immense difficulté qu'il y aurait à se lancer dans ce type de recherche avec des charniers qui sont possiblement extrêmement nombreux, qui sont des charniers de corps qui ont des identités différentes et qui ont été tués à des moments différents, dans des lieux où peut-être se sont perpétrés d'autres actes dans les années 1990 qui rendent les choses encore plus sensibles. Donc, pour ma part, j'alterne entre des moments d'agacement contre ces autorités dont je me dis elles veulent pas, etc., et d'autres moments où je me dis oui, mais en même temps, qui c'est qui prendrait en charge cette énorme complexité qui se poserait autour de telles recherches, et qui est-ce qui prendrait en charge ce que ça ferait dans la société algérienne, aussi dans la société française, si l'on mettait en œuvre ces recherches. Mais il faut qu'on se parle après, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Merci, parce qu'on est vraiment pris par le temps. J'ai le mauvais rôle. Allez-y, monsieur, puis madame, et enfin... Jacques Inrep, je suis un ancien appelé du contingent, plutôt un soldat rebelle. Et à ce moment-là, il y avait un bruit qui tournait un peu dans le contingent à Batna, que les gens que l'on exécutait étaient balancés dans une ancienne mine, quelque chose d'un grand trou, je crois. Et des années plus tard, j'ai vu dans la presse, et je m'adresse aux amis algériens qui sont là, effectivement qu'il y avait eu une découverte près de Batna. Et si je me souviens bien, il y avait 18 cadavres, je crois, qui avaient été découverts. Ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, que l'on dise où sont les corps. Donc je suis arrière-petite-fille de soldats français, petite-fille de soldats français et fille de Moudjahed. Voilà. Alors d'abord, je voulais dire que je ne suis pas là pour dire des fleurs, mais je trouve ça beau qu'en France, on puisse parler d'une partie de l'histoire qui est difficile, qu'on commence à en parler publiquement dans un lieu symbolique, comme celui ici. Voilà, j'attends que du côté algérien, on puisse faire aussi la même chose. Puisqu'aussi, voilà, je sais que du côté algérien, il y a eu aussi des erreurs qui ont été commises, et j'espère qu'on va aussi les accepter. Alors j'espère qu'un jour, voilà, qu'il y ait aussi des journalistes, des historiens, des députés, des deux côtés, qui puissent parler de tout ça aussi ensemble, comme on le fait ici, et pourquoi pas aussi en Algérie. Voilà. Merci. Gilles Manceron, vous voulez réagir? Oui, le micro, s'il vous plaît, pour Gilles Manceron. Quelques éléments de réponse. Je partage votre appel à ce que des choses se passent pour la connaissance de la vérité sur cette guerre. En Algérie, il y a quelques signes encourageants quand même qui sont à mentionner. Il y a des signes encourageants, mais je me joins à votre appel pour que les bouches s'ouvrent dans ce pays sur ces sujets.